Je m'appelle Bernard Volney. Mon nom ne vous est peut-être pas tout à fait inconnu. Je suis détective privé. De temps à autre, je procède à une petite mise en ordre de mes archives. C'est ce que je viens de faire. Et je suis ainsi tombé sur le dossier de l'affaire Gavano. L'affaire Gavano, cela vous dit peut-être encore quelque chose. Il est vrai que cela remonte à janvier 43 et que depuis... Je n'étais pas alors à Paris, mais le meurtre de Cyril Gavano a fait assez de bruit pour que, de loin, je m'y intéresse. J'ai donc collectionné les coupures de journaux relatant la découverte du crime et le progrès de l'enquête policière. J'ai également recueilli la sténographie des débats judiciaires, par pure curiosité. Et plus tard, quelques années plus tard, le hasard m'a livré la vérité de cette histoire. Voici comment le journal Dernière Heure en résumait les éléments pour ses lecteurs le matin même de l'ouverture du procès, le 13 mars 1944. L'assassinat de Cyril Gavano est encore dans toutes les mémoires. C'est il y a un peu plus d'un an, le 12 janvier 1943, vers 8 heures du soir, que la femme de chambre du célèbre antiquaire a découvert le crime dans l'appartement qu'il habitait quai Malaquais avec la très belle Madame Gavano et leur fils Jean, un garçon de 16 ans. Cyril Gavano était affalé sur son bureau. Il avait été frappé à la tempe avec un lourd marteau d'argent qu'il utilisait comme presse-papier. L'enquête établit que l'antiquaire avait reçu vers 7h30 la visite d'un homme bientôt identifié grâce à une note sur son agenda comme un ami d'enfance de Madame Gavano, François Beaucel, homme d'affaires connu de l'avenue de l'Opéra. La même enquête devait montrer en Cyril Gavano un connaisseur non seulement en antiquité, mais aussi en jeunes et jolies femmes. Ainsi, ce spécialiste de la haute époque avait-il assez curieusement meublé de la façon la plus moderne un appartement de grand luxe situé rue de Rennes, pour une charmante jeune personne du nom de Martine Recourt. Arrêté 8 jours après le crime, malgré ses protestations d'innocence, François Beaucel comparaît aujourd'hui devant les assises de la Seine. Eh oui. Au départ, c'était apparemment une affaire bien banale que cette affaire Gavano. Et pourtant, elle n'était rien moins que banale. On le sentit dès l'ouverture du procès, avec l'interrogatoire de l'accusé. Accusé, levez-vous. Vous vous appelez Beaucel, François, Marc, Jean. Vous êtes né le 8 février 1903 à Bourges. Votre enfance s'est écoulée dans le Berry. Oui, mes parents avaient une propriété aux environs de Bourges, sur la commune de Fussy. C'est là que nous passions la plus grande partie de l'année. Cette propriété est voisine de la Brosse, le château de la famille de Sérignan. Je précise, à l'intention de messieurs les jurés, que Madame Gavano est née Brigitte de Sérignan et a passé son enfance au château de la Brosse. François Beaucel et Brigitte de Sérignan étaient donc amis d'enfance. Ils se sont revus plus tard aux vacances, alors que l'accusé poursuivait ses études à Paris. Mon client suivait les cours de l'école des sciences politiques, dont il a été diplômé en 2 ans. La Cour et messieurs les jurés vous remercient de cette précision, maître Dupont-Régis. Il semble qu'à cette époque, François Beaucel et Brigitte de Sérignan se plaisaient l'un l'autre. On les voyait beaucoup ensemble. Notre grande amitié remonte en effet à cette époque. Ne s'agissait-il que d'amitié? L'impression générale dans le pays était qu'il s'agissait non pas d'amitié, mais bien d'amour. Ringot de village. Brigitte de Sérignan était une enfant. L'année où Beaucel passait dans le Berry ses dernières vacances d'étudiant, elle n'avait que 16 ans. Une jolie fille de 16 ans, car tous les témoignages concordent, la future Madame Gavano était dès sa jeunesse d'une grande beauté, une jolie fille de 16 ans qui vit toute l'année à la campagne assez seule et qui voit revenir l'été un grand ami de 20 ans. Non. Comment non? Beaucel, n'oubliez pas que vous êtes ici l'accusé et que... Précisément, c'est moi l'accusé. Monsieur le Président, le désir de mon client serait que Madame Gavano fût laissée en dehors de ces débats. Mais c'est impossible, maître, vous devez le savoir. Beaucel est accusé d'avoir tué Cyril Gavano. Son mobile essentiel est sa liaison avec Madame Gavano. Sa liaison, je proteste solennellement, Monsieur le Président. Je ne puis laisser passer cette affirmation gratuite, Mais... sans m'élever contre elle. Messieurs les jurés, toute l'accusation repose sur cette pétition de principe
que François Beausel était l'amant de Brigitte Gavano. Or, je prétends, et je prouverai, qu'il s'agit là d'une affirmation sans fondement, qui serait risible si la tête d'un homme n'était en jeu et la réputation d'une femme irréprochable, dont le nom seul n'aurait jamais dû être prononcé. Maître, est-ce déjà votre plaidoirie? Vous, monsieur l'avocat général, je ne m'étonne pas que vous sortiez à ce point de votre superbe silence. Je sais trop bien que tout votre réquisitoire reposera sur cette impression fausse qu'il s'agit à tout prix de donner aux jurés. Le ministère public garde sa sérénité. Il est trop sûr de son fait pour même s'inquiéter de l'impression que la défense, elle, essaie de donner aux jurés en soulevant un incident. Oui, cet incident est clos. Après ces dernières vacances, Beausel, vous avez fait votre service militaire. Vous êtes ensuite revenu à Fussy chez vos parents. Quelle était votre occupation? J'aidais mon père à gérer la propriété. Oui, cela vous laissait des loisirs. Vous continuiez à voir plus que fréquemment mademoiselle de Sérignan. Vous sortiez avec elle, seul à seul. Avec l'autorisation de sa mère, monsieur le président, d'une mère dont tout le monde connaissait la rigidité des principes. Madame de Sérignan, il est vrai, avait la réputation d'être stricte, très sévère, presque dure. Et cette mère stricte, sévère, dure, ne s'inquiétait pas de ses sorties de sa fille avec François Beausel. C'est la preuve qu'elle n'y voyait aucun mal, qu'il n'y avait aucun mal à y voir. Beausel, vous n'êtes resté à Fussy après votre retour du service militaire que 6 mois. Brusquement, vous êtes parti du jour au lendemain. Pourquoi? J'ai estimé que je devais me faire une situation indépendante. Mais il y avait une autre raison. Si vous êtes parti, c'est que Madame de Sérignan vous en avait prié. Monsieur le Président! Elle entendait vous éloigner de sa fille, selon la rumeur publique. Encore la rumeur publique? Mais qu'est-ce que c'est que ce procès? Maître, je vous en prie. Qu'avez-vous fait en quittant le Berry, Beausel? Je suis allé m'installer à Nice, où je me suis occupé d'auto. Oui, c'est-à-dire que vous avez vendu des automobiles d'occasion. Curieux métier pour un diplômé des sciences politiques. Enfin, passons. C'est bien le 15 janvier 1927 que vous avez quitté le Berry. Je suis parti fin 26 ou début 27, je ne saurais préciser la date exacte. Vous ne voulez pas vous souvenir de cette date, Beausel. Elle vous gêne. Monsieur le Président, monsieur l'avocat général, je crois savoir où vous voulez en venir. Mais n'est-il pas possible de juger François Beausel sans faire état, encore une fois, de rumeurs qui ne nous apprendront rien sur le meurtre de Cyril Gavano, mais qui risquent, en revanche, de ternir la réputation d'une personne qui, dans ce drame, a droit à la sympathie et au respect? Maître, je comprends vos scrupules. Si j'aborde ce sujet, c'est, croyez-le, que je dois le faire. Les dates ont leur importance. Beausel a quitté le Berry à la prière instante de Madame de Sérignan le 15 janvier 1927. L'instruction l'a établi. 1 mois plus tard, exactement le 15 février, Cyril Gavano se présentait pour la première fois à la brosse. Il y venait pour acheter des meubles anciens. Il faisait alors la connaissance de Brigitte de Sérignan. 1 mois plus tard, le 21 mars, il l'épousait. Moins de 7 mois s'écoulent encore, et le 1er octobre, celle qui est devenue Madame Gavano met un enfant au monde. Beausel, avant de quitter le Berry, avez-vous eu des rapports avec Mademoiselle de Sérignan? Aucunement. Je le jure. Encore une fois, je m'étonne qu'on s'obstine à mettre en cause une personne absente de cette enceinte de justice. Oh, maître, cette personne est si présente à nos pensées qu'elle ne peut rester étrangère à ces débats. Nous savons au reste qu'elle suit le procès de près. De très près, même. Vous êtes resté 6 années sur la Côte d'Azur, Beausel. Au printemps de 1933, vous quittez Nice. Vous vous installez à Paris. Vous vous montez un bureau d'affaires avenue de l'Opéra. Vous prospérez. Bientôt, vous louez une luxueuse garçonnière avenue Henri Martin. Vous achetez une puissante voiture. Vous vivez plus que largement. Vous avez affirmé à l'instruction d'avoir repris vos relations avec Madame Gavano qu'en 1935. C'est la vérité. Je n'ai pas cherché à revoir Madame Gavano. C'est le hasard qui nous a remis en présence. Rentré chez moi, je lui ai téléphoné. Son mari était pris. Elle était seule, elle a dîné avec moi. Il a donc suffi de cette brève rencontre devant un passage clouté ou dans un embouteillage
pour qu'après des années de séparation, vous éprouviez le désir de la revoir, et de la revoir le soir même. Oui. Oui, évidemment. Quoi, évidemment? François Beaucel et Brigitte Gavano avaient été l'un pour l'autre ce que nous savons. Alors il suffit de cette rencontre fortuite, après des années, pour que l'ancienne passion les reprit. Oh, que c'est beau, monsieur l'avocat général, que c'est pathétique. Quel drame! Vous venez de faire de la situation la plus simple. Deux amis d'enfance étaient perdus de vue et ils se sont retrouvés. Car il s'agissait toujours, selon vous, Beaucel, que d'amitié. Bien entendu. Quelle est alors la situation de Madame Gavano? Ce n'est un secret pour personne qu'elle n'est pas heureuse. Certes, son mari lui assure une vie large et facile, mais depuis des années, il ne se soucie plus d'elle. Toute intimité, tout amour a disparu de leur ménage. Cyril Gavano trompe sa femme, et jusque dans son foyer même, avec ses femmes de chambre. L'épouse bafouée s'évade du bel appartement du quai Malaquais que le bonheur a fui, et où son fils Jean, qu'elle adore, est, dès son plus jeune âge, le témoin de scènes violentes entre elle et son mari. Elle mène une vie brillante, qui n'a sans doute qu'un mérite, la sortir de chez elle. Sa réputation est intacte. Ah, monsieur le président, vous l'admettez tout de même. Oui, mais voilà qu'en 1935, Brigitte Gavano retrouve l'ami d'autrefois perdu de vue depuis si longtemps. En apparence, rien ne change dans son existence. Pourtant, il y a dans sa vie un élément nouveau. C'est de plus en plus fréquemment que la jeune femme va rejoindre chez lui, dans la garçonnière de l'avenue Henri Martin, l'ami enfin retrouvé. Il vient aussi chez elle. Gavano, à qui il a été présenté, le reçoit à sa table. C'est bientôt un habitué de la maison. N'était-ce pas chez elle qu'elle avait surtout besoin d'une présence et d'une amitié? Je passe sur la guerre, où vous êtes bien conduit. Après l'armistice, vous avez rouvert votre cabinet, mais vos affaires n'étaient plus aussi prospères qu'autrefois. Il y a, depuis l'armistice, un certain nombre de gens qui ont fait fortune. François Beaucel n'est pas de ceux-là. Songez-vous, monsieur le président, à le lui reprocher. Non. Nous voici maintenant tout près du drame, Beaucel. Le 10 janvier 1943, Cyril Gavano vous téléphone et vous invite à dîner pour le surlendemain, le mardi 12, en vous demandant de venir dès 7h30, alors que le repas n'est servi qu'à Malaquais qu'une heure plus tard. Alors que ce soir du 12, Madame Gavano, invitée chez des amis, ne devait rentrer que vers 8h. Gavano a noté ce rendez-vous sur son agenda. Reconnaissez-vous y être allé? Je n'y suis pas allé. Ah, pour quelle raison? Gavano m'a téléphoné peu après 7h, le 12, que le rendez-vous était annulé et qu'il me suffirait de venir à l'heure du dîner. Ce rendez-vous avait eu un motif. Gavano tenait à mobiliser une petite part de sa fortune sous une forme sûre et peu encombrante. Il voulait acheter des pierres précieuses. Quelqu'un m'ayant chargé de vendre un diamant, j'en avais parlé à Gavano incidemment. Il était disposé à l'acheter. Comment est-il réglé? Par chèque? Ce genre de transaction se règle en numéraire. Cela expliquerait que Cyril Gavano, dans la soirée du 12, peu avant l'heure de la fermeture, ait retiré de sa banque 500 000 francs. Mais alors pourquoi aurait-il décommandé aussitôt après votre rendez-vous? Je l'ignore. Il ressort de l'enquête une explication possible. Entre son passage à la banque et son coup de téléphone vous décommandant, Gavano a surpris sa maîtresse, Martine Recourt, avec un autre homme. On peut supposer que ce n'était pas pour réaliser un placement que Gavano voulait acheter ce diamant, mais pour faire un cadeau à sa maîtresse. La découverte de son infidélité l'en aurait dissuadé. Mais on peut alors se demander où sont passés les 500 000 francs qu'on n'a pas retrouvés. On peut en effet se le demander. Beaucel, où Gavano vous a-t-il donné ce coup de téléphone pour vous décommander? À mon bureau, avenue de l'Opéra. Avez-vous la preuve de votre présence là-bas ce mardi 12 janvier 1943 disons entre 7h15 et 8h? Quelqu'un vous a-t-il rendu visite?
Vous a-t-on vu? Oui, on m'a vu sortir de mon bureau peu avant 8 heures. C'est exact. Mais auparavant, vers 7h10, on vous avait déjà vu sortir. L'a-t-on vu rentrer entre ces deux sorties? Non. Ah, c'est curieux, cela. Mais ce n'est pas le seul fait curieux de ce curieux procès. Bossel, vous n'ignoriez rien de la conduite de Gavano vis-à-vis de sa femme. Vous saviez qu'elle était malheureuse. Quels étaient donc vos sentiments à l'égard de cet homme? Il m'était profondément antipathique. Et cependant, vous faisiez des affaires avec lui. Je ne pouvais pas l'éviter. Pourquoi? Il s'en serait étonné. Il aurait pu donner à mon refus une interprétation inexacte. Voilà qui est concluant. En quoi donc, monsieur l'avocat général? Beaucel craignait que Gavano découvrît quelles étaient ses relations avec sa femme. C'est pour donner le change qu'il traitait des affaires avec l'antiquaire, mais en dépit de sa profonde antipathie. Le ministère public déforme sciemment la phrase de mon client. Beaucel n'a pas dit qu'il redoutait de voir découvrir la nature de ses relations avec Madame Gavano. Il a dit qu'il craignait de voir Gavano interpréter son refus de façon inexacte. Il est inadmissible de fausser ainsi le sens d'une réponse. J'invite le public à s'abstenir de toute manifestation. Vous pouvez vous asseoir, Bossel. Nous allons entendre le premier témoin. Huissier. Madame Motia. Vous êtes madame? Léontine Fausse, femme Motia. Je suis concierge depuis 18 ans au 35e à la quai. Mon mari est prisonnier. Qu'est-ce que je dois dire? Reportez-vous au 12 janvier 1943 en fin de journée. Hein? Dites-nous qui vous avez vu entrer dans l'immeuble dont vous avez la garde, ou en sortir. Bah, j'étais dans ma loge. Sur le coup de 7 heures, monsieur Gavano a klaxonné. Je suis allé lui ouvrir. D'ordinaire, il rentrait plus tard, vers la nuit, et j'ai été étonné qu'il soit déjà là, et c'est comme ça que j'ai regardé l'heure à ma pendulette. Il a rangé son auto dans le garage et il est monté chez lui. Et ensuite? Je revenais dans ma loge quand monsieur Jean, le fils Gavano, est entré. Il est ressorti pas longtemps après, très vite. Il courait presque. Il courait toujours. Il était peut-être 7h20. Il s'est écoulé encore 1 ou 2 minutes et puis un homme est entré. Un homme avec une barbe noire. Décrivez-nous cet homme. C'est difficile. Il avait rien de particulier sauf sa barbe. Mais comment était-il habillé? Il avait un chapeau noir et un manteau gris. C'est tout ce que je peux dire. Il était ni grand ni petit. Madame Motia, regardez bien l'accusé. Oui? Bossel, levez-vous. Ne pensez plus à la barbe. L'individu que vous avez vu passer devant votre loge, était-il de cette taille? Ben, si on veut, oui. À peu près. La belle preuve. Il y a dans Paris quelques dizaines, sinon des centaines de milliers d'hommes qui ont, comme François Beaucel, 1m70. Mais Beaucel était un habitué de la maison. Madame Motia l'avait vu passer 100 fois. Elle l'aurait reconnu. Beaucel, en janvier 43, vous portiez couramment un manteau gris. Oui, Et un chapeau noir. oui. Oh, s'il fallait recenser tous les manteaux gris et les chapeaux noirs qui courent les rues de Paris. Reprenez votre récit, madame Motia. Eh ben, peut-être 10 minutes après son arrivée, cet homme à barbe est ressorti. Il allait très vite. Je l'ai à peine vu passer. À quoi l'avez-vous reconnu? Bah, la barbe, dame. C'est vraiment pratique, une barbe. On ne voit qu'elle. N'importe qui peut se cacher derrière une barbe. Et pourquoi se cacher, sinon pour éviter d'être identifié? Pourquoi craindre d'être identifié, sinon parce qu'on est connu de la concierge? Je suppose que la police n'a pas manqué d'interroger tous les marchands de postiches et de cotillons de Paris pour établir que François Beaucel avait acheté une fausse barbe. Silence! Tout à l'heure, le ministère public décidait que Beaucel était l'amant de Madame Gavano. À l'instant, il affirme que la barbe d'un inconnu que personne n'a vu, car Madame la concierge n'a fait que l'apercevoir tout juste, était fausse. Il est exact, maître, que personne n'a vraiment vu cet inconnu. Aucun locataire de l'immeuble n'a reçu sa visite. Malgré les appels réitérés par le canal de la presse et de la radio, cet homme ne s'est pas fait connaître. Or,
À l'heure où il se trouvait dans l'immeuble, Cyril Gavano était assassiné. Tout désigne cet homme comme l'assassin. Donc, il faut que ce soit François Beaucel. Maître, voyons, maître. Poursuivez, Madame Mautien. Après la sortie de ce barbu. Pendant un bout de temps, personne n'est entré ni sorti. À 8 heures passées, il est arrivé des agents, puis un inspecteur de police, puis un docteur, et puis Madame Gavano, et puis Monsieur Beaucel. Vous l'avez reconnu cette fois-là, Monsieur Beaucel? Oui. Vous voyez? Après, il y a eu des tas de gens qui allaient dans les deux sens. C'est tout. La Cour vous remercie, Madame Mautien. Oui. Le témoin suivant. Rose Lequin. Mademoiselle, vous vous appelez Rose Lequin. En janvier 1943, vous étiez femme de chambre chez Monsieur et Madame Gavano. Le 12 janvier, à 7 heures du soir, Monsieur Gavano est rentré chez lui. Oui. Que s'est-il passé ensuite? J'étais dans la cuisine avec Marie, la cuisinière, et au bout de 5 minutes, on a sonné. Je suis allée ouvrir, c'était Monsieur Jean, le fils. Comme il entrait, Monsieur a ouvert la porte de la bibliothèque et il a fait un signe à Monsieur Jean de venir. Il était en train de téléphoner. Qui? Monsieur, il tenait l'écouteur contre son oreille. Avez-vous entendu ce qu'il disait au téléphone? Oui, il disait à tout de suite, Beaucel. Ainsi, Beaucel avait rendez-vous avec Cyril Gavano à 7h30. Mais il prétend maintenant que Gavano avait décommandé ce rendez-vous. Or, lui téléphonant à 7h05, Gavano lui dit à tout de suite. Mais c'était au dîner que Gavano pensait en disant à tout de suite. Le dîner n'était pas décommandé. On dit tout naturellement à tout de suite à quelqu'un que l'on va voir dans l'heure qui suit. Mais continuez, mademoiselle. Monsieur Jean est entré chez monsieur, et moi je suis retournée dans la cuisine. Oui, vous avez entendu alors les échos d'une discussion prolongée entre le père et le fils. Oh, c'est souvent qu'ils se disputaient, ils s'entendaient pas. Vers 7h25, je suis passée par l'entrée. J'ai vu monsieur Jean qui sortait de la bibliothèque et qui quittait l'appartement. Alors, j'en ai profité pour aller dans sa chambre parce que j'avais du linge à ranger. Combien de temps êtes-vous resté dans cette chambre? 5 minutes peut-être. En sortant, je suis repassée devant la bibliothèque et j'ai entendu quelqu'un qui parlait. Oui, il était 7h30, à peu de choses près. Oui. Bon, eh bien, qu'avez-vous entendu exactement? Oh, ça c'est difficile à dire. Oui, mais dites-le tout de même. C'était une voix d'homme que je connaissais pas et il a dit simplement « Nom de Dieu !» Je rappelle au public qu'il doit faire silence. Nous sommes en pleine bouffonnerie. Affublé d'une fausse barbe, Beaucel vient tuer Gavano. Il prend soin, avant de l'exécuter, de lui dire, en déguisant aussi sa voix, sinon la femme de chambre l'aurait reconnu, il prend soin de lui dire sa façon de penser en 2 mots ou 3. Et quels mots! Soyons sérieux, voulez-vous? Rose Lequin, nierez-vous que vous étiez la maîtresse de Gavano, après bien d'autres femmes de chambre? Et après? Comment et après? Messieurs les jurés, voilà une femme qui était la maîtresse de Gavano et une maîtresse trompée, car il y a tout de même aussi dans cette histoire une certaine Martine au recours. Cette femme, Rose Lequin, s'est promenée dans l'appartement pendant l'espace de temps où Gavano a été tué. Elle nous dit, j'ai mis ce temps à ranger du linge. Et il faudrait la croire sur parole. En somme, la défense accuse le témoin. Moi, Nous n'avons pas pour le moment d'autre prétention, maître, que de fixer l'heure du crime. Je vous remercie, mademoiselle Lequin. Huissier, le témoin suivant. Madame Veuve Bordière. Bon, alors, vous êtes Madame Veuve Marie Bordière. Vous étiez en janvier 1943 et vous êtes aujourd'hui encore au service de Madame Gavano. Dites-nous ce qui s'est passé le soir du 12 janvier 1943.
Monsieur est rentré vers 7 heures. Peu après, Monsieur Jean est arrivé. Rose m'a dit qu'en allant porter du linge dans sa chambre, elle l'avait vu sortir vers 7h30. Sur les 8 heures, le téléphone a sonné dans la bibliothèque. On savait que monsieur y était. Ça nous a étonnés toutes les deux qu'ils ne répondent pas. Alors Rose est allée voir. Elle y est allée d'elle-même, tout de suite? Ah, pas du tout, c'est moi qui l'ai envoyée. Elle avait laissé la porte ouverte. Je l'ai entendue crier dès qu'elle est arrivée dans la bibliothèque. Ah, j'ai couru et j'ai vu le malheur. Je ne sais pas comment, mais j'ai tout de suite senti que monsieur était mort. Le téléphone sonnait toujours, j'ai décroché et personne n'a répondu au bout du fil. L'instruction a été incapable d'établir qui était ce correspondant qui téléphonait à Cyril Gavano et qui a jugé inutile de se nommer en entendant Madame Bordière répondre à sa place. Au fait, Madame Bordière, pourquoi est-ce vous qui avez décroché et non pas Rose? Oh, elle était bien en peine de faire quoi que ce soit, Rose. Elle s'était laissée tomber dans un fauteuil et elle tremblait comme une feuille. J'ai appelé le médecin et police secours et je lui ai dit d'aller s'étendre dans sa chambre au 6e. Si bien qu'à l'arrivée de la police, Rose Lequin n'était pas là. Non. Rose Lequin a été très soigneusement interrogée. Oui, plus tard, bien plus tard. Madame Bordière, avant d'être au service de Madame Gavano, vous étiez à celui de Madame de Sérignan, sa mère, au château de la Brosse. Vous avez vu naître et grandir Brigitte de Sérignan. Quand elle s'est mariée, vous l'avez suivie à Paris. Vous la connaissez comme une mère connaît son enfant. Oh, ça oui. Je vais vous poser une question qui va vous paraître saugrenue, mais je dois le faire. À l'époque où son mari a été tué, Madame Gavano avait-elle un amant? Oh, mais dites donc pas des choses pareilles. Vous avez entendu, messieurs les jurés. Tenons-nous-en donc à ce témoignage simple et convaincant sur un sujet délicat qui tient tellement à cœur au ministère public, et venons-en enfin au fond de l'affaire. Engageons enfin le procès de François Beausset. Je vous garantis qu'il faudra encore moins de temps pour établir l'innocence de l'accusé qu'on en a mis à bâcler l'instruction. Chaque fois qu'une cause est perdue, la défense prétend que l'instruction a été bâclée. Elle l'a été. Je vais vous en administrer la preuve. Monsieur le Président, Oui. j'ai fait citer un témoin, Joseph Héroy. Je demande qu'il plaise à la Cour de le faire comparaître sans plus attendre. Si vous le désirez, maître. Je vous remercie, Madame Bordière. Huissier. Joseph Héroy. Vous vous appelez Joseph Héroy. Vous êtes valet de chambre. Vous étiez au service de M. Gavano au début de 1943. La défense a des questions à vous poser. Vous répondrez à tout ce qui vous sera demandé. Oui, Monsieur le Président. Joseph Héroy, vous vous êtes marié en 1939 avec une jeune fille qui était la femme de chambre de Madame Gavano depuis quelques mois. L'avez-vous épousée librement? J'entends, votre maître ne vous avait-il pas, disons, conseillé ce mariage? Monsieur avait bien voulu en effet me parler en faveur de celle qui devint mon épouse. Ne l'avait-il pas dotée? Il lui avait fait un présent, en effet. Mais ce ne fut pas là pour moi une raison déterminante. J'étais épris de cette personne. Depuis, elle est morte en couche. Son souvenir ne sera plus évoqué ici. Passons au 12 janvier 1943. À quelle heure vous êtes-vous présenté ce jour-là, quai Malaquais? À 20h35. Vous étiez absent depuis une quinzaine de jours, n'est-ce pas? J'étais allé en zone libre dans l'Allier voir mon bébé, qui était en nourrice chez sa grand-mère maternelle. Votre train, le train de Moulins, arrivait à Paris à 18h40. Qu'avez-vous fait pendant ces 2 heures qui se sont écoulées avant que vous rentriez quai Malaquais?
ne sais pas. J'ai bu un verre de bière dans un café. Puis j'ai flâné. Cette même question, la police vous l'a-t-elle posée? Non. Non, j'ai dit que je venais de la gare, c'est tout. Instruction bâclée, monsieur l'avocat général. Si le témoin était entré plus tôt qu'Emalaké, la concierge l'aurait vu. Qu'en savez-vous? On a seulement questionné la concierge sur ce qui s'est passé le 12 janvier 1943, après 7 heures du soir. Alors, ce témoin aussi, vous l'accusez? Je n'accuse personne, moi. Je constate simplement que l'instruction a été bâclée. Mais vous n'avez plus de questions à poser aux témoins? Non, monsieur le président. Le ministère public? Rien. Le tribunal vous remercie, Joseph Roy. Monsieur l'avocat général. Plaise à la cour faire comparaître le témoin Jules Dicteret, que nous avons cité. Huissier. Jules Dicteret. Vous vous appelez Jules Dicteret, vous êtes journaliste. Vous avez été cité par le ministère public. Faites votre déposition. Le soir du 12 janvier 1943, vers 8h moins... Avant d'en arriver là, j'aimerais que le témoin remonte dans ses souvenirs assez loin et qu'il évoque pour messieurs les jurés le temps de son enfance et de sa jeunesse. Je suis né en 1905 à Fussy, dans le Cher, où mon père était instituteur. Donc, dès votre enfance, vous avez connu, bien connu, celle qui est devenue Madame Gavano, et aussi François Beausel, n'est-ce pas? Oui. Enfant, nous jouions ensemble avec les autres garçons et filles de notre âge dans le parc du château de la Brosse. Mais quand Brigitte de Sérignan a eu 16 ans, nous n'étions plus les jeunes du village, des relations assez reluisantes. Ça n'est pas vrai. Brigitte est restée toujours aussi simple, toujours aussi amicale pour tous. Brigitte, oui. Mais sa mère nous a éloignés, à l'exception de François Beausel. Dans ces petits villages, on reste très proches les uns des autres, même si le milieu ou les circonstances vous séparent. Beausel nous a assuré que Brigitte de Sérignan et lui n'étaient liés que d'amitié. Était-ce votre opinion, à vous, qui les connaissiez depuis toujours? Non. Votre opinion était qu'ils s'aimaient? Oui. Et qu'ils se le prouvaient? Personne n'avait de doute là-dessus. Comment plus tard, après le mariage de mademoiselle de Sérignan, quand son enfant est né 2 mois trop tôt, qu'avez-vous pensé, vous, ses amis d'enfance? À votre avis, qui était le père? Là non plus, nous n'avons eu aucun doute. C'est ignoble. Continuez, Dicteret. La vie nous a séparés. Brigitte de Sérignan s'est mariée. Beausel s'est installé sur la côte d'Azur. Je suis parti pour Paris. Beausel y est venu lui-même quelques années plus tard. L'y avez-vous alors revu? Oui, j'ai revu Beausel à Paris pour la première fois il y a 2 ans. Lui, vous a-t-il reconnu? Enfin, vous êtes-vous dit bonjour? Non. Non, c'est curieux, 2 amis d'enfance. Beausel, vous n'avez pas reconnu le témoin? Non, même tout à l'heure, quand il s'est présenté à cette barre, Monsieur le Président, j'ai cru ne pas le reconnaître. J'avais le souvenir d'un grand garçon, jeune, sain, droit, au regard franc. Mais je vois un homme vieilli, courbé, l'air malade, qui détourne les yeux quand je lui parle. Dicteret, avez-vous souvent vu ou rencontré Beausel à Paris? Il se trouve que j'habite quai des Grands Augustins. Je passe continuellement à quai Malaquais. J'ai croisé plusieurs fois Beausel. Et quand avez-vous croisé l'accusé pour la dernière fois, quai Malaquais? Le soir du 12 janvier 1943, vers 8h moins 20, peut-être moins 25. Quoi? Il sortait de la porte cochère du 35. Mais c'est faux! C'est faux! À cette heure-là, j'étais dans mon bureau, avenue de l'Opéra! Beausel, taisez-vous! Mais je l'ai vu! Vous êtes certain que c'est lui? Absolument certain. Voulez-vous, Jules Dicteret, rappeler quelle est votre profession? Je suis journaliste. Vous l'étiez en janvier 1943? Oui. Et vous n'avez rien dit? Rien écrit de cette rencontre? C'est admirable. Les journaux ne parlaient que de l'assassinat de Cyril Gavano. Vous possédiez, vous journalistes, une information sensationnelle. Et vous l'avez gardée pour vous. Beausel avait été mon ami d'enfance. L'accusé eût été grave. En somme, votre amitié
vous interdisait de dire un mot contre François Beaucel dans votre journal, mais elle vous permettait d'aller raconter à la police que vous l'aviez vu sortir de l'immeuble du crime à l'heure de celui-ci. C'était le devoir du témoin, mais... Et vous n'avez pas le droit de lui reprocher de s'en être acquitté. Avez-vous quelque chose à ajouter à votre déposition, monsieur Dictoret? Rien, monsieur le président. Vous pouvez vous retirer. Jules Dictoret ne s'était pas attiré la sympathie du public, mais sa déposition n'en était pas moins accablante pour Beaucel. Après avoir constaté que Martine Recourt, la maîtresse infidèle de Gavano, ne s'était pas rendue à la citation du tribunal, le président interrogea mademoiselle Fernec, concierge de l'immeuble de l'avenue de l'Opéra où Beaucel avait ses bureaux. Celle-ci confirma que le 12 janvier 1943, elle avait vu l'accusé sortir à 2 reprises de l'immeuble. Une première fois à 19h10, une seconde fois à 20h. Entre les deux, elle ne l'avait pas vu rentrer. L'avocat de Beaucel demanda alors et obtint une suspension d'audience. À la reprise... Oui, vous vous appelez Georges Valence. Vous habitez 22 rue de la Pompe. Vous êtes cité par la défense sans avoir été entendu à l'instruction. Qu'avez-vous à dire? Le 12 janvier 1943 à 19h10, je suis sorti de l'immeuble situé 3 bis avenue de l'Opéra. Quoi? Vous avez parfaitement entendu, monsieur l'avocat général. C'est monsieur Valence que la concierge de l'avenue de l'Opéra a vu sortir de son immeuble à 19h10, et non pas François Beaucel. Monsieur Valence, comment étiez-vous habillé? J'avais un manteau gris et un chapeau noir, ceux-là même que je porte. Votre témoignage est capital, monsieur. Pourquoi avez-vous tant tardé à l'apporter? J'aimerais... C'est au témoin de répondre, maître. Monsieur le Président, monsieur Valence m'a offert de parler dès le premier jour. C'est moi qui l'ai prié d'attendre. Je pensais pouvoir obtenir l'acquittement sans son témoignage, qui met en cause une tierce personne. Voulez-vous répondre, monsieur Valence, à la question du ministère public? Ce jour-là, je sortais de l'appartement d'une dame à qui son mari avait formellement interdit de me recevoir. Huissier, appelez mademoiselle Fernec. Mademoiselle Fernec. La concierge de l'avenue de l'Opéra admit qu'elle avait fort bien, de sa loge, pu confondre le témoin Georges Valence avec l'accusé François Beaucel. Du coup, l'avocat général s'en remit à la conscience des jurés, et maître Dupont-Régis renonça à sa plaidoirie. Quelques minutes suffirent au jury pour rapporter son verdict. Monsieur le président du jury, vous avez la parole. En mon âme et conscience, devant Dieu et devant les hommes, à la première question, François Beaucel est-il coupable d'avoir donné volontairement la mort à Cyril Gavano? La réponse du jury est non, à l'unanimité. 3 années passèrent. En 1947, j'avais affaire à Nevers. L'hôtel où j'avais réservé une chambre ne me l'avait pas gardé. J'ai échoué tard dans la soirée dans un autre, un hôtel de second ordre, gris, cafardeux. J'ai réussi non sans peine à me faire servir à dîner. J'étais seul dans la salle à manger. C'est alors qu'un homme m'a abordé. Un homme aussi grisâtre que l'hôtel. La taille voûtée, la figure triste, les traits fatigués. Son col était douteux, son costume élimé. Un pauvre type. Nom de Dieu. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes bien Bernard Volney, le détective privé? Oui, mais... Je vous avais reconnu. Ah oui? Oui. L'assassinat de l'antiquaire Cyril Gavano, vous vous en souvenez? L'affaire Gavano? Oui, bien sûr. Je voudrais vous en parler si ça vous intéresse. Je vous écoute. Pas ici. Vous avez une chambre à l'hôtel? Oui. Alors, voulez-vous que nous montions chez vous? Oh, rassurez-vous, je ne serai pas tellement long, je n'ai pas tellement de temps. Eh bien, montons.
Regardez par la fenêtre. Chut. Évitez de bouger le rideau. Vous le voyez? De l'autre côté de la rue, appuyé contre un mur. Il y en a un autre, à la porte de derrière de l'hôtel. Vous êtes Jules Dicteret, n'est-ce pas? Le journaliste? Le journaliste, oui. Le collabo, condamné à mort par contumace. Oh, je ne l'ai pas volé. À la Libération, j'ai foutu le camp en Allemagne et ailleurs ensuite. Mais j'ai dû revenir en France et ils ont retrouvé ma piste. Et si nous parlions de l'affaire Gavano et de Brigitte de Sérignan? Brigitte. Oui. Elle est toujours aussi belle. Je me suis arrêté à Paris, je me suis caché dans un coin de porte pour la voir passer. Elle s'appelle maintenant Madame François Bossel. Mais elle est toujours la même. Elle a épousé Bossel? Je l'ignorais. Vous ne l'avez jamais vue? Non, non. Je n'étais pas à Paris en 43-44, je ne la connaissais que par des photos dans les journaux. Elle est très belle. Oh, il n'y a pas que sa beauté. Il y a autre chose. Autre chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, ou alors on tombe dans le conte de fées. Un cercle enchanté entoure. Et il suffit de toucher au cercle, et on tombe dans l'enchantement. Petite fille, elle nous émerveillait tous, nous, les garçons de son âge. Elle a grandi, sa mère, la vieille sorcière, nous a chassés du cercle enchanté. Seul François Bossel a conservé le privilège de la voir, de sortir avec elle. J'ai menti au procès, en affirmant qu'ils avaient une liaison. Ils s'aimaient, oui, mais d'un amour très pur, très chaste. La mère de Brigitte ne voulait pas que sa fille épouse Bossel, simplement parce qu'il n'avait ni nom ni fortune suffisante. Et elle s'y est prise très adroitement. Elle a fait venir Bossel, elle lui a représenté qu'en l'épousant, Brigitte perdrait tout ce à quoi sa beauté et sa naissance pouvaient prétendre. Bossel est parti. La vieille avait exigé de lui qu'il s'en aille sans dire adieu à sa fille, sans un mot d'explication. Brigitte a été toute désemparée, je l'ai rencontrée dans les bois où elle marchait sans savoir où elle allait, ce qu'elle pensait, ce qu'elle disait. J'ai compris qu'elle était sans défense. Sans défense. Vous comprenez? Son fils, Jean, c'est le mien. C'est notre fils, à elle et à moi. Oui. Moi aussi, je suis parti le lendemain, de moi-même. Quand Gavano est venu, la vieille lui a donné sa fille, parce qu'il acceptait l'enfant à naître. Pour Brigitte, Gavano ou un autre, ça devait lui être tellement égal. Oui. De mon côté, j'étais parti à la dérive. Vous voyez où ça m'a conduit. En 43, je gagnais bien ma vie avec les Allemands. Mais il m'en fallait plus. Je voulais devenir un homme riche, comme Gavano et Bossel. Ces deux-là... Gavano, je pouvais l'avoir. Il avait vendu du toc à des occupants de haut vol. J'allais le faire chanter en attendant mieux. Le 12 janvier 1943, je me suis décidé à aller le trouver. L'homme à barbe, c'est moi. Mauvais mélo, mais bon déguisement, la suite l'a prouvé. J'ai trouvé la porte de l'appartement ouverte. Jean l'avait simplement tirée sans la fermer en sortant 5 minutes avant mon arrivée. Je ne connaissais pas les êtres, j'ai hésité, écouté aux portes. Je suis enfin entré dans la bibliothèque. Gavano était là, affalé sur son bureau, une marque à la tempe. J'ai vu tout de suite qu'il était mort. J'étais à peine entré que le téléphone a sonné. J'ai décroché aussitôt. J'ai fouillé les tiroirs, j'ai trouvé une liasse de billets de banque, 500 000 francs. Je les ai pris. Je n'étais pas venu pour rien. J'ai essuyé avec mon mouchoir tous les endroits que j'avais pu toucher. Il y avait au mur un grand portrait de Brigitte. Je l'ai regardé un moment. Avant de sortir, j'ai raccroché le téléphone. J'étais sous le charme du portrait. Et j'ai oublié d'essuyer l'appareil. Je m'en suis souvenu une fois dehors. Alors j'ai appelé le numéro de Gavano, la cuisinière, en décrochant, a effacé mes empreintes. Il est toujours là dans la rue? Oui. Oui, mais voici une voiture qui arrive. Un homme en descend, il parle aux policiers en faction. Ils se dirigent tous les deux vers l'hôtel. Ils viennent. C'est pour moi.
Beaucel, vous l'aviez vraiment vu sortir de l'immeuble? Non. Non, j'ai fait un faux témoignage. Pour être sûr qu'on le condamne. Pour l'empêcher d'épouser Brigitte. Vous savez toute l'histoire maintenant. Vous allez chercher qui a vraiment tué Gavano, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Alors, jurez-moi une chose. Si ce que vous découvrez doit lui faire du mal à elle, vous le garderez pour vous. C'est juré? Oui. C'est bien. Dick Terray est sorti. Il est allé au-devant des policiers et s'est tiré une balle dans la tête. Une balle au lieu de 12. Autant que la promesse que je lui avais faite, ma curiosité naturelle m'engageait. J'ai repris le dossier Gavano. Je commençais mon enquête quai Malaquais. La concierge était toujours Madame Mautia. Madame Gavano, Madame Beaucel? Oh bah, ça fait belle lurette qu'elle est plus là, mon bon monsieur. Tout de suite après le malheur, elle a quitté l'appartement, elle est allée dans le Berry. Elle y est restée jusqu'à son mariage. Et alors, ils se sont installés rue Renoir. Bah, au début, elle était surtout près de son fils, monsieur Jean, en Savoie, oui. Il avait fallu l'envoyer là-bas, dans un sana, peu après la mort de son père. Lui aussi, maintenant, il est mort, le pauvre garçon. Jean Gavano est mort? Oui, au début de l'année. Quelle peine elle a eue. Il s'aimait, cette mère et ce fils. Il lui ressemblait à elle. Rien de ce métèque qui courait les filles. Au fait, la femme de chambre, vous savez ce qu'elle est devenue? Elle s'appelait Rose, je crois. Elle est mariée. Et grâce à l'assassinat de son patron. On a parlé d'elle dans les journaux. C'est fou ce qu'elle a reçu comme demande. Celui qui l'a apprise peut dire qu'il est servi. Et la cuisinière? Marie est toujours avec Madame Gavano, je veux dire avec Madame Beaucel. Oh, elle la quittera qu'à sa mort. Elle l'aime plus que si c'était sa propre fille. Et le valet de chambre, Joseph Roy? Ouais, lui aussi, il est resté au service de Mme Brigitte, rue Renoir. Ah. Je quittais Madame Mautia, mais rentrais dans l'immeuble du quai Malaquais par la porte de service, pour vérifier une hypothèse. Je suis allé faire un tour à Saint-Menou, dans l'Allier. Dès mon retour à Paris, je suis allé sonner à la porte de service de l'appartement des Beaucel, rue Renoir. C'est Joseph qui m'a ouvert. J'enquête sur l'assassinat de Cyril Gavano. Je suis allé hier à Saint-Menou, chez votre belle-mère, Joseph Roy. J'ai vu votre fils. Ah. J'ai pu constater qu'il était le portrait vivant de Cyril Gavano. Vous deviez être aux armées quand votre femme l'a mis au monde. On a pu vous tromper sur la date de naissance. Et c'est seulement en janvier 43, quand vous avez fait la connaissance du petit garçon chez la mère de votre femme, que vous avez compris pourquoi votre maître vous avait tant encouragé à épouser sa femme de chambre. À votre retour de Saint-Menou, vous avez pris le grand escalier pour gagner l'appartement de vos maîtres à 20h35, après avoir parlé à la concierge. Votre retour ne pouvait pas passer inaperçu, mais il y avait déjà plus de 2 heures que vous étiez à Paris. Et vous étiez déjà venu quai Malaquais une première fois. Vous aviez pris l'escalier de service, qui échappe à la surveillance de la concierge. Quelle heure était-il? 19h35. Vous aviez vu l'enfant qui portait votre nom. Vous aviez compris l'histoire. Vous veniez vous venger. Oui. C'est vous, Joseph Roy, qui avez tué Cyril Gavano. Vous êtes de la police? Non. Alors de quoi vous mêlez-vous? Vous ne pouvez pas laisser le monde tranquille, non? Non, pas l'assassin. Est-ce que ça vous regarde? J'ai rencontré par hasard, juste avant qu'il se suicide, un homme qui s'appelait Jules Dick Terray. Le fils de l'instituteur? Il s'est suicidé? Oui. C'était un mauvais homme. Je sais. Mais c'était tout de même un homme qui m'a demandé avant de mourir de me taire si ce que je découvrais devait faire du mal à Brigitte de Sérignan. Il a dit ça? Il l'a dit. Et vous? Je l'ai promis. Ah. Pour qui est-ce que vous travaillez? Pour personne. Pour moi. Je voulais savoir. Et vous croyez savoir maintenant? Oui. C'est Joseph.
Fichez-lui donc la paix à cet homme, il n'y est pour rien. Il a failli tuer Gavano, il avait ses raisons. Mais un autre l'a devancé. C'est votre version, Joseph Herroy? Oui, il était déjà mort. Vous mentez. Mais... Allons, puisque c'est comme ça, il va falloir que je parle. Je crois qu'on peut vous faire confiance. Votre promesse vous lie. Si vous parliez, rien ne ferait plus de mal à Brigitte. Alors voilà, celui qui a tué Gavano, ce n'est pas Joseph. C'est Jean, le pauvre enfant. Nous l'avons tous su très vite ici. Il n'y a que Rose qui n'a rien soupçonné, heureusement. Ainsi, c'était Jean. Et Beaucel le savait-il? Quand il est venu ce soir-là, Jean lui a tout avoué. Il l'aimait beaucoup. Mais pourquoi Jean a-t-il tué Gavano? L'antiquaire venait de surprendre sa maîtresse, la Martine Lecourt, avec un autre. Il était furieux. Quand Jean est rentré, il l'a appelé et il s'est mis à déblatérer contre Brigitte pour passer sa rage. Jean s'est rebuffé et il supportait pas qu'on touche à sa mère. Du coup, l'autre a déballé toute l'histoire. Il a dit à Jean qu'il était un enfant naturel et je vous laisse à penser ce qu'il a pu raconter de Brigitte. Jean n'a pas pu entendre ça. Il a pris le marteau qui se trouvait sur le bureau. Oui, je comprends. Et Beaucel a accepté d'être arrêté, de passer en jugement, de jouer sa tête pour cet enfant. C'est pas tellement pour Jean, c'était pour Brigitte qu'il le faisait. D'ailleurs, l'avocat avait juré qu'il obtiendrait sans peine l'acquittement. Il était optimiste. Brigitte était dans une pièce voisine du tribunal avec son fils. Si le procès avait pris une tournure dangereuse pour M. François, Jean se serait présenté à la barre et aurait tout avoué. Ça n'a pas été nécessaire, heureusement. Personne n'a su que son fils était un assassin. Et personne ne le saura, hein? N'est-ce pas? C'est promis. Marie, il faut que je sorte. J'ai essayé de téléphoner à monsieur, mais il n'est pas à son bureau. Je voulais lui dire que je dois sortir, qu'il ne me trouvera pas en revenant. Faites-le pour moi. Appelez-le jusqu'à ce qu'il réponde. Je m'étais avancé. J'ai regardé par la porte entr'ouverte. Je l'ai vu quelques instants à peine. Et, croyez-moi, j'ai touché le bord du cercle enchanté. Ce cercle dans lequel sont tombés tous ceux qui ont approché Brigitte de Sérignan, même cette brute de Cyril Gavano.